What is the essence of life? To be a holy man or simply a good guy? Gal Métro, réalisateur de Sado, bienvenue sur clap.ch. L'idée, c'est que je savais qu'il y avait la Kumbh Mela qui avait lieu chaque 12 ans. La Kumbh Mela, c'est la plus grande réunion religieuse de la planète avec 70 millions de pèlerins, autant des pèlerins hindous que des sadhus. Alors ça, je savais que c'était vraiment l'élément majeur qui m'intéressait et c'était en 2010. Donc du coup, je voulais pas le manquer. Et j'avais pas envie de faire uniquement un reportage sur la Kumbh Mela ou un peu explicatif. Je voulais vraiment refaire du cinéma, avoir une émotion, avoir vraiment une belle narration qui nous raconte une histoire. Donc il me fallait trouver un caractère principal qui était un sadhu. Donc j'ai cherché je suis parti faire des repérages pendant 3 mois pour essayer de trouver un sadhu. Arrivé à Delhi, je vais voir dans les lieux saints comme Rishikesh, puis dans les ashrams. Et c'est des sadhus qui étaient un peu institutionnalisés, ça me plaisait pas trop, donc je suis parti vraiment encore beaucoup plus loin, aux grands lieux sacrés de l'Inde qui sont les sources du Gange, à Gangotri, à entre 3000, 4000 et 5000 mètres, parmi les glaciers, et puis essayer de faire un petit peu toutes les grottes. Il y avait plein des petits sadhus isolés ici et là, notamment un qui m'intéressait bien, qui avait fait vœu de silence. Il vivait à 5000 mètres dans une grotte au pied du glacier du Gange. Et après, je me suis dit, ouais, quand même. Un sadhu qui a fait vœu de silence sur un long métrage cinéma, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'aimais bien le challenge. Et j'ai rencontré Suraj, qui, lui, vivait là, à Gangotri, aux sources du Gange, à 3200 mètres, dans sa grotte depuis 8 ans. Sad means truth, and Sadhu is a seeker of truth. It's been 8 years in a cave. 8 years. Il avait rencontré personne, il faisait son petit chemin, comme ça, il arrangeait des pierres devant sa grotte, et puis il buvait du thé, il faisait du yoga, de la méditation. Et tous les jours, je suis venu le voir, on a commencé gentiment à discuter. Je l'ai aidé à retaper un petit peu sa grotte, et après, je lui ai demandé si je pouvais m'installer dans la grotte voisine. Comme tout le monde allait partir, l'hiver arrivait, il n'y avait plus que lui et son voisin qui allaient vivre là. Et puis de jour en jour, on est devenus amis, il a commencé à m'amener du thé, c'est lui qui nous faisait à manger. Et puis il m'a dit, arrivé en janvier, il m'a dit, mais toi tu fais quoi finalement? Je lui ai dit, bah je vais partir pour la Kumbh Mela. Et lui il m'a dit, c'est incroyable. J'aurais toujours rêvé dans cette Kumbh Mela à 70 millions de pèlerins, mais ça fait 8 ans que je vis seul, j'ai pas le courage, je connais plus mon Inde, est-ce que tu peux m'y mener? Et puis moi je lui ai dit, bah écoute, mon travail c'est réalisateur et je vais faire un film sur la Kumbh Mela. Moi, je te guide où tu veux, tant que tu veux, si je peux faire un film sur toi et filmer jour et nuit, vraiment sans censure. Et elle m'a dit, c'est parti. Et ce duo-là, on est parti. On n'imaginait pas qu'on allait faire le plus grand pèlerinage de notre vie et passer 18 mois ensemble sur les routes. Ouais, c'est un personnage étonnant. Des fois, des sadhus deviennent sadhus à l'adolescence, ils se font raser les cheveux, ils quittent leur famille, ils ne voient plus jamais leurs parents. Leur père, ça devient leur gourou. Suraj, c'est un petit peu différent. Lui, il est né de l'autre, pas à Gangotri, qui est complètement à l'ouest, mais lui, il vient de l'est, de Darjeeling, là où il y a le thé. Il est né d'une relativement bonne famille, ce qui veut dire qu'il a pu faire des études jusqu'à 15 ans. Il avait envie de jouer dans un groupe de rock, il écoutait Bob Dylan et tout ça, donc il adorait jouer de la guitare. Et sa mère, à 17 ans, sa mère meurt. Son père est assassiné pendant la révolution des Gourkhas. Et il se retrouve à 17 ans avec le petit resto de son père sur les bras. Et il doit gérer cet héritage de son père. Et puis bon, il se fait complètement arnaquer, donc du coup il perd le restaurant. Il a perdu son père, sa mère et le restaurant, il n'a plus rien dans ses mains. Il est un peu dégoûté par la vie à 17 ans, il va chercher à essayer de trouver un nouveau ressort dans l'existence, qui est plutôt un ressort spirituel cette fois. Et il va faire un peu la tournée des grands gourous, des grands sages, des sectes, et tout ce qu'il trouve pendant une quinzaine d'années, un peu perdu, jusqu'au moment où il se reconstitue un petit peu sa foi à lui et son authenticité. Et quand il se sent bien fort, il dit, voilà, je vais partir à Gangotri, vivre dans une grotte pendant peut-être jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, c'est là où je le rencontre, où il est dans un moment un peu limite dans sa vie, où il se dit, voilà, après 8 ans, avoir vécu dans ma grotte, je m'aperçois que j'ai fait presque un peu le tour et je me demande ce que je vais devenir. Puis d'un autre côté, je peux pas redescendre dans la civilisation. Donc il disait, j'attendais un signe, et c'est assez rigolo quand il dit ça, parce que c'est notre gag à nous, quoi. Lui disait souvent que j'étais le signe qu'il était arrivé, mais on s'est rencontrés au bon moment, et puis ouais, c'est pour ça que c'était un duo très étonnant.
savais dès le début que j'allais pas faire un film sur le Sadhu mythique qui a des dreadlocks, qui fume du hashish et qui est en méditation tout le temps. Parce que là, j'ai pas de scénario et j'avais pas d'histoire à raconter. Donc j'ai choisi aussi un peu mon personnage principal en fonction de ça. Je sentais que lui, il était sur la tangente, qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer, que c'était un personnage qui était en quête, qui cherchait à changer. Et donc moi, c'est le voyage personnel qui m'intéressait plus que l'Inde mythique. Lui, maintenant, il a une grande déception du fait qu'il en attendait beaucoup de cette combat-là. Il attendait vraiment de rencontrer d'autres sadhus, pour pouvoir parler un petit peu de ses problèmes d'isolement, comment est-ce qu'il vivait ses doutes. Et puis, il est arrivé face à des murs qui avaient aucun doute, qui vivaient la foi avec une certitude incroyable. Et il était très déçu de ça, c'est pour ça qu'il a dit « Ok, c'est pas ça qui a confirmé ma foi, moi je pars pour le pèlerinage le plus extrême que je connaisse. Je vais aller au lac sacré. » Et les lacs sacrés, c'est là où les sadhus, qui arrivent passer très très loin, hein, il faut plusieurs mois de marche, c'est là où les sadhus vont mourir. C'est comme un cimetière des éléphants pour sadhus. Alors je le dis pas dans le film, on le dit pas dans le film, parce que je voulais faire un film qui est vraiment moins instructif qu'affectif que sensible. Hein. Pour moi c'est ça le cinéma, c'est faire passer des émotions plutôt. Les gens peuvent lire des livres si jamais. Donc on décide de partir là, à la frontière entre le Népal et le Tibet, dans le Mustang, dans ces 3 lacs sacrés qui sont le cimetière des sadhus. Et ça, c'est son grand pèlerinage pour confirmer sa foi. It is a very good experience. I had expected a lot. Something is not in harmony. समाज का कोई काम है उसमें तो सम्मिलित नहीं हो सकती। What I see here is just a big circus. Instead of finding my path here, I am lost. Il y a 70 millions de pèlerins et ça doit faire, je sais pas, des millions de sadhus. Hein. Je les ai pas tous rencontrés. Nous, on est restés 3 mois. Hein. Dans le film, c'est peut-être 15 ou 20 minutes. Donc, on s'attache plutôt sur le groupe de sadhus qui nous a accueillis, avec qui on a vécu, dormi, mangé. Et à ces personnages-là, moi, c'est assez ouvert dans la réalisation. Je pense qu'on se fait le point de vue qu'on veut. Personnellement, moi, je l'ai vécu comme une sorte de grande foire. Et Suraj, donc le sadhu, dit à un moment, il dit « On a les trompettes, on a les éléphants, mais où sont les clowns ?» Et c'est un peu l'impression que moi, en tant que réalisateur, j'ai, et que sans doute j'ai donné à la réalisation de ce film-là, c'est que c'est une grande foire. मैं काफी निर्मल और शांत स्वभाव का हूँ। तो नागा सन्यासी को मैंने देखा कि उनका अलग ही है। ऐसा नहीं, आप एक काम करना इस नागा के अंदर आप कितने बजे स्नान करते हैं गंगोत्री में ये बताइए आप। स्नान हाँ स्नान खाली तो 9-10 बजे सुबह सवेरे 9-10 बजे नहीं कर सकते आप योग साधना नहीं कर सकते बुरा मत मानना आप। हमारा गुरु भाई जो है ये बैनर लगा ना देख लो जो सामने फोटो देखो आप कहाँ पर ये बैनर जो देखो पलट के जी बुरा मत मानना हमारी बातों में। हमारा गुरु भाई 2 बजे रात में गंगा में स्नान करता है जितना आपके 15 दिन का महीने का राशन होगा ना 1 दिन का हवन करते हैं वे प्रातःकाल। अभी आएंगे आपको इधर ही मुलाकात करवाएंगे देखना आप। क्या नाम से जान गया? केवलपुरी जी बोर्ड लगे केवलपुरी जी। हाँ। À la base, je me dis toujours, si je peux partir avec une équipe, j'aime autant partir avec une équipe. Maintenant, suivant un sadhu et faisant de l'immersion avec une seule personne, on n'est pas dans une famille. Là, si on était une toute petite équipe à 3 avec un preneur de son, on allait l'écraser. Suraj, il n'allait plus exister. Nous, on allait parler de nos histoires. Enfin, ce serait vraiment un film différent. Donc, j'ai compris très très tôt que c'est un film que j'allais une fois de plus, comme Nomadland ou comme Kalash, que j'allais devoir réaliser seul et tourner seul. Le grand avantage, c'est le temps. Comme c'est un film qui s'est tourné sur 18 mois, moi, ma journée, je filme quand il y a quelque chose d'intéressant à l'image. Je prends du son quand il y a quelque chose qui m'intéresse à l'oreille. J'essaye de réaliser, de monter un peu dans ma tête les multiples séquences. Et puis, j'arrive, là, c'est vrai, il y avait 240 heures d'images. Sur un film d'1h30, ça veut dire 200 fois trop d'images. Et après, tout est à rescénariser, à remonter, et on a fait plusieurs montages successifs par la suite, donc c'est une post-production de une année et demie.
Mais oui, alors donc je me balade avec une caméra, voire 2 caméras, des objectifs grand angle, avec toujours 2 ou 3 micros. Donc ça fait 30-35 kilos de matériel que j'ai toujours avec moi. Et bah voilà, on est parti marcher 2 mois entre 5 et 6 000 mètres dans le Mustang. Suraj, il avait sa guitare, il avait des petits sachets de thé comme ça. Et puis moi j'avais mes 35 kilos de matériel, je devais le suivre pour essayer de faire des travelling au pied sans trop bouger. Là c'était mon métier. Il n'y a rien qui me met plus facilement sur pied que l'idée de tourner. Si moi je vivais comme un sadou, ça veut dire que lui il mendiait pour manger, il mendiait pour nous deux et on mangeait ce qu'il y avait à manger. On dormait là où on dormait, au bord des routes ou dans des grottes. Et en dormant dans une grotte, moi dès que je vois le jour se lever et qu'on est dans les Annapurna ou au Mustang, qui a une couleur qui commence à devenir incroyable, j'arrive plus à rester au lit, c'est clair. Et pourtant que j'ai de la peine à me lever en général dans la vie, quoi. Et ça me met tout de suite sur pied, ça me donne une énergie folle. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de marcher en altitude quand je tourne, parce que je pense pas à mon rythme cardiaque, je suis bourré d'adrénaline quand je le suis, quand j'essaye de faire des travelling comme ça, à main levée, même à 6000 mètres. Moi ça me booste à fond. Suraj, en tant que sadou, il vit des donations que lui font les fidèles. Un peu comme les grands sages, les grands philosophes de l'Antiquité, il est payé pour penser et il est payé pour donner des conseils. Donc il a toujours un minimum à manger, des légumes séchés ou qu'il fait sécher lui-même, du riz, un petit peu de lait en poudre et de quoi vraiment survivre là dans sa grotte. Dear Gangotri, precious Ganga, today I look at you almost the same way I did when I first arrived here. Winter is coming. I may decide to leave. I know you have held me despite all odds. I don't think I will ever find a place as good as here. Please show me what I must do. I seem so undecided and confused. Après, comme il bouge très très peu de chez lui, il tombe pas beaucoup malade, sinon que l'hiver, ça les gêne pas. Hein. Tout l'hiver, il fait toujours en dessous de 0 degré. Il se fait du thé, il sort pas tellement de sa couette, juste pour faire un peu de yoga et de méditation, il écrit. Étonnamment, il tombe très peu malade, et c'est dès l'instant où on a quitté sa grotte, où son rythme de vie et son rythme biologique a dû changer, que là, au début, il est beaucoup tombé malade à la Kumbh Mela. Pour des histoires de pureté de l'air, mais aussi l'eau, c'est plus l'eau du Gange qui boit à la source, c'était de l'eau qui a traversé des canalisations et des canalisations. Alors, généralement, il reste au lit, il se soigne pas tellement. En tant que réalisateur, il y a un moment dans le tournage et après, par la suite, au montage du film, où je me suis dit, mais est-ce qu'il va y avoir une voix off? Est-ce que je vais apparaître? Déjà, est-ce qu'on va me sentir en tant que caméraman ou pas? Parce qu'on peut ne pas même me sentir, c'est possible. Et le début du film est comme ça. Après, l'idée c'était que j'intervienne un petit peu dans les mouvements de caméra et qu'on sente ma présence à l'arrière de la caméra, sans jamais que je parle. Mais je me suis toujours posé la question, quel est mon rôle dans ce film? Et là, comme j'avais vraiment une histoire qui était forte, et quand j'ai fini le film, lorsque j'ai quitté Suraj, je me suis dit, mais j'ai mon film et j'ai une histoire incroyable et j'ai une chance incroyable d'avoir vécu ça. Ce que je veux, c'est mettre le spectateur dans la peau de ce sadou hindou qui a pu vivre ça. Et ça, c'était mon rôle. Et si tout à coup, je commence à mettre une voix off, ça veut dire que le protagoniste, ça devient presque moi. En tout cas, il commence à y avoir une friction, hein, où on va voir ça à travers mon regard. Et moi, je veux vraiment pas que vous, les spectateurs, vous voyez ça à travers le truchement de mon regard. Je veux vraiment qu'on soit dans la peau de Suraj. Et c'est un montage qui se fait aussi beaucoup tout dans le sentiment, dans des gros silences, Et c'est pas que du blabla, le but c'est vraiment de nous mettre dans sa peau. Et moi là, pour ce faire, il fallait vraiment que je disparaisse. Autrement, j'aurais été un obstacle à ce personnage principal qui est lui et pas moi. Après, moi, mon histoire, elle vaut ce qu'elle vaut, quoi, et puis je la garderai pour moi cette fois. Je pense
tous les jours, j'ai des feuilles de réalisation. Quand j'ai tourné un plan, je me dis, ah mais ça va être intéressant, pas ça va faire écho à ci. Tiens, il y a un personnage nouveau qui est apparu dans le scénario de la vie, parce que bah voilà, j'ai beau, on peut bien dire que je suis scénariste, mais c'est pas du tout vrai, quoi. Le seul scénariste dans ces documentaires-là, c'est la vie. Moi, je dis jamais à quelqu'un, va te mettre dans la lumière, ou je dis jamais à Souraj, tu peux faire ça pour moi, on peut faire du thé. Non, je prends ce qu'il y a. Mais en prenant ce qu'il y a, je vois des éléments nouveaux qui arrivent, et je me dis, est-ce que ce personnage-là, il va apparaître? Si ce personnage-là, Souraj va le rencontrer, c'est bien qu'on le voie un peu en dehors, donc je vais suivre des personnages parallèles. Et puis bon, bah là, c'est tout tombé à l'eau parce qu'on a fait que sur lui, il n'y a pas eu d'histoire parallèle. Mais chaque jour, je me dis dans quel sens va mon histoire, qu'est-ce qui va me manquer en son, en image. Systématiquement, j'ai vraiment le film qui se fait, qui se défait, qui évolue dans ma tête. Pendant les 18 mois de tournage, c'était comme ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai la fin. C'est étonnamment, de nouveau, un film qui est devenu étonnamment musical, parce qu'avec un Sadou, on ne voyait pas tellement le lien avec la musique, mais Souraj, déjà, lui, il joue de la guitare et chante, il improvise tout le temps. Donc Souraj, c'est pas possible de lui faire chanter 2 fois la même chanson. Il la sait plus, il sait pas les paroles, donc c'est vraiment live, one shot. Faut prendre quand il y a. Et par la suite, j'ai pas envie d'avoir que des chansons de Souraj, même s'il la chante un peu Bob Dylan, et puis ça met un peu d'entrain. Je vais quand même pouvoir avoir de la musique de film. J'ai mon compositeur Julien Pouget qui fait toutes les musiques de mes films depuis 10 ans. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir une sorte de métissage, de voir un peu ce que ça va donner, une sorte de fusion. J'avais un ami sitariste, j'ai un ami sitariste indien. Alors bien sûr, qui parle pas le français, qui ne connaît rien à la musique occidentale. Et je me suis dit, on lui prend un billet d'avion et on les met les deux. Julien Pouget, mon musicien du Valais, et ce sitariste hindou qui ne connaît que la musique indienne, et on les met les deux dans un studio d'enregistrement pendant 10 jours, et on enregistre non-stop, et on leur dit de faire de l'impro. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'était Julien... moi, normalement, je devais vraiment être là pour des raisons de langue, parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer. Le malheur a voulu que quand je sois arrivé de ce tournage avec mon sitariste, que j'avais plus de 42 fièvres pendant une semaine, donc j'ai beaucoup de peine à les accompagner, et la musique, elle s'est faite toute seule. Ils ont vraiment communiqué via la musique. Tout à coup, a pris une guitare électrique, il commence à faire des accords blues sur sa guitare électrique, et le sitariste, il a tout de suite vu dans quel sens ça allait. Il n'avait jamais entendu de blues de sa vie, et il part en impro. Et ça fait des longues plages de 15 minutes qu'on réécoute, puis moi, on prenait des éléments ici et là. Généralement, quand je fais des longs voyages, je prends un livre et je prends un chanteur. C'est bizarre, mais ça donne une couleur à chacun de mes voyages. J'aime bien cette idée d'avoir une thématique. Alors c'est vraiment des hasards. Hein. La musique que j'ai emportée pendant le tournage de Sadou et que Souraj a découvert, c'était Tom Waits. J'ai pris l'intégrale de Tom Waits et j'écoutais du Tom Waits. Chaque fois que j'avais un petit coup de blues, j'écoutais Tom Waits. Suraj Baba, le Sadou, a découvert Tom Waits. C'était une belle découverte. Et ça, c'est aussi des hasards de l'existence qui, sans doute, vont accolorer aussi ma réalisation. Et le métro en tant que réalisateur, je pense que ça a vraiment un très bon public. Moi, je vais tout voir et en général, j'aime presque tout. Enfin, je prends ce qu'il y a de bon. S'il y a un film qui vraiment m'intéresse pas au niveau du scénario, j'essaie de voir les cadrages, je me dis tiens, c'est marrant comme ils ont fait ça. Pourquoi ? Moi, depuis que je suis adolescent, aller au cinéma, c'est une fête et c'est un moment, moi c'est ma religion, c'est mon moment mystique à moi. Alors, j'ai commencé à découvrir le cinéma du temps, on pouvait boire de la bière dans les cinémas, donc je cache toujours de bière dans ma veste, une pour avant et après l'entracte, quand il y a encore des entractes, parce que c'est mon petit monde, c'est vraiment mon hôtel. Et je pense qu'il y a de bon. Je veux faire du cinéma. J'ai envie d'être réalisateur de cinéma avant d'être réalisateur télé. Moi, c'est toute cette idée du cinéma, c'est l'idée du grand écran, c'est l'idée de la salle obscure qui a été ritualisée au fil des années pour moi. Et j'ai un tel respect pour ça que ça m'intéresse pas de voir un film sur un téléphone portable parce que ça appartient pas de mon rituel. Et moi, ce rituel, je veux le conserver comme ça, je le trouve magique. Et c'est pour ça que je suis comme un gamin à chaque fois que je vais voir un film. Des projets. Chaque fois que je finis un film,
Alors là, c'était dur, la post-production c'était long, on avait tellement d'images, on a remonté, monté, remonté, démonté. Et j'avais un monteur, Thomas Bachmann, qui était une perle, et on est les deux épuisés maintenant, et tout à coup, dès que c'est fini, tous les projets recommencent à jaillir comme s'ils ont été un petit peu condensés. J'ai des idées de fiction, des scénarios que je continue d'écrire. J'ai un projet de documentaire cinéma à nouveau, sans doute au Congo. Et encore rien de sûr. Mais là, c'est le moment, c'est en expansion. C'est vraiment le bon moment.